Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui rarement, vous le savez, vous qui nous écoutez régulièrement, rarement donc se réjouit de la sortie en salle d'une suite, d'un séquel. Ça n'est toujours pas toujours annonciateur plutôt de réussite, mais il arrive parfois qu'on soit enthousiaste quand même, on n'est pas de bois. Si c'est avec un réel entrain que nous attendions la suite du très réussi Kingsman de Matthew Vaughn, tiré de la BD de Mark Millar. Cette suite, elle s'appelle Le Cercle d'Or et on va voir si elle vaut qu'on s'y attarde avec les trois espions qui m'aimaient ici présents autour de la table de l'antenne Paris. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Toto. C'est Nos Ciné épisode 101 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Toto. Je suis question qui t'aimait quoi. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est pour montrer l'amour. Ok. Un an après avoir sauvé le monde, les Kingsmen, les services ultra secrets britanniques se retrouvent une nouvelle fois dans la panade, confrontés à la très méchante Poppy, c'est Julianne Moore. Pire, les Kingsmen ne sont plus que deux, Exy et Merlin, Taron Egerton et Mark Strong. Après que leur QG a ramassé une bombe sur le coin de la gueule, les voilà obligés de s'abaisser à demander de l'aide aux Américains, mais pas n'importe lesquels, les Statesmen, leurs homologues auprès desquels ils découvrent qu'un de leurs défunts membres n'est pas si défunt que ça. Being a Kingsman is more than the clothing we wear or the weapons we bear. It's about being willing to sacrifice for the greater good. I hope you're ready for what comes next. Et c'est toujours Matthew Vaughn qui réalise, on l'a dit. Votre avis sur cette suite, messieurs? Tiens, Julien, tu commences. Ce qui est intéressant avec les suites de réalisateurs, c'est que c'est souvent des points pivots en fait dans leur filmographie, les bons réalisateurs. Hein. Oui. Moi, je trouve que Matthew Vaughn est plutôt un mec intéressant. C'est des instants où ils se remettent en question et en fait, c'est souvent des remises en cause de leur style. Ils testent en fait des choses parce qu'ils travaillent sur un acquis déjà, sur un public qui est acquis, sur un univers qu'ils connaissent, et c'est l'occasion ou jamais de rebooter un peu son style et de faire quelque chose de neuf. On peut citer McTee avec la suite de Die Hard, par exemple. On peut citer, je sais pas, Tsouark avec les détectives D. Bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et là, c'était la bonne occasion, je trouve, pour Matthew Vaughn de rebooter un peu son style qui n'avait pas vraiment évolué en fait depuis le début. Il poursuivait un peu toujours la même chose, un peu toujours les mêmes thématiques. On pouvait commencer à en voir un petit peu la fin avec le premier Kingsman et c'est pas du tout le cas. Et pour moi, c'est la première grosse déception en fait du film. C'est que finalement le film Il se remet pas en question. Le film n'a pas évolué. Stylistiquement, il est exactement dans le même trip avec ces longs plans séquences qui, je trouve, tournent un peu à vide et n'apportent pas grand-chose. C'est même plus vraiment très spectaculaire. Et en plus de ça, je trouve que le film est beaucoup plus sage que le premier Kingsman. Matthew Vaughn n'est pas vraiment un réalisateur politique, c'est pas vraiment un mec engagé, c'est un sale môme, mais il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Et notamment dans le premier Kingsman, ça c'était intéressant. Il y a la fameuse scène de l'église qui est... Déjà, il y avait ça, on avait beaucoup parlé et à puis l'époque. pointer du doigt le fait que la société anglaise, de mon petit point de vue de grenouille, est quand même une société extrêmement élitiste, qui fonctionne énormément là-dessus. Je dis pas que la société française ne l'est pas, mais là-bas ça se voit, c'est très clairement revendiqué, et donc il y avait un vague petit travail là-dessus qui était intéressant, et puis évidemment il y avait des blagues qu'on ne voit pas à côté. Bon, je risque de spoiler le premier Kingsman, donc arrêtez tout de suite, mais je veux dire, les explosions de tête à la fin, c'était réjouissant en fait. Oui. Il y avait un côté là-dedans, un art potage qui était super agréable. Et là, ils retrouvent jamais ça en fait. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent un truc au-dessus de ça, ce que t'attends logiquement pour une suite aussi, en dehors de tout ce que je viens de citer. Et non, c'est même un peu plus sage. Alors il y a bien Exy qui met un doigt à une nana pour introduire, voilà. Mais bon, c'est finalement Pour introduire quoi? mais finalement c'est assez. C'est assez vain. C'est assez vain, voilà. Puis c'est pas surprenant en fait. Et il se repose beaucoup sur ses acquis, y compris à l'intérieur du film, et notamment au niveau du traitement. Pareil, je vais spoiler. Je préviens, mais il y a Elton John dans le film, oui. Et la façon qu'il a de l'user, de le réutiliser tout le temps inlassablement, fait qu'au bout d'un moment, tu perds la surprise et puis ça n'a plus vraiment de sens. D'accord, ok. Yannick? Ouais, je suis assez d'accord avec Julien qui a bien résumé la problématique. Moi, je pousserais les potards un peu plus
par rapport à tout ce qu'il a dit. Je pense que je découvrirais ce Kingsman comme si c'était un premier Kingsman. Fondamentalement, je trouverais que c'est un blockbuster au-dessus de la norme, visuellement très clairement, hein, et malgré tout très sympathique. C'est un film qu'on regarde un petit peu, c'est vrai, par moments en s'ennuyant, mais on va jusqu'au bout relativement tranquillement. Et franchement, t'aurais été enthousiaste si ça avait été la franchement, première fois. vu la merde qu'on se tape le reste du temps, il y a des moments, j'aurais pas eu envie de taper dessus et de dire c'est pas génial. Sauf que moi, je suis un inconditionnel du premier. C'est-à-dire que je comprends ce que dit Julien sur le fait que c'est pas non plus un réalisateur qui va aller tacler des problèmes ardus, ou un réalisateur intello, ou un réalisateur qui a une vraie vision politique de je ne sais quoi. En revanche, c'est un mec qui, à travers sa mise en scène, nous prouve, et depuis longtemps, qu'il maîtrise quand même parfaitement les codes d'une culture populaire. Il l'a prouvé dans le X-Men, il le prouve dans Kick-Ass. C'est parce qu'il les connaît parfaitement qu'il arrive magnifiquement à les détourner, tout en conservant dans ses récits une véritable consistance qui fait que ses œuvres, que ce soit Kick-Ass, soit le premier Kingsman, se tiennent, mais sans bout de gras, moi, le premier Kingsman, c'est du blockbuster décomplexé, fun et punk à la fois, que je trouve être parfait dans son genre. C'est-à-dire, c'est un film que je peux regarder des dizaines de fois sans m'ennuyer. Alors évidemment, se pose cette question du ton, qui, moi, est la raison principale. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Julien, c'est ce qu'il dit, et c'est vrai que les scènes d'action ne se renouvellent pas en mise en scène, même si, par exemple, la première course-poursuite en bagnole est vraiment jouissive et assez impressionnante, même si c'est exactement le même principe de mise en scène que celui dans l'église. C'est plus embêtant quand plus t'avances dans le film, plus jamais tu ne retrouves ne serait-ce que l'intensité de cette première scène. Alors imagine par rapport au premier film. Mais bon, tout ça, et on peut avoir des problèmes scénographiques dans le film, des problèmes narratifs, et il y en a plusieurs, on y reviendra dessus probablement. Mais moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est le ton. C'est ça qui, quand tu sors, t'as envie d'y croire, t'y crois pendant la moitié du film, tu te dis non mais ça va arriver. C'est pas simplement une blague potache sur la décapitation du capitalisme. Moi, quand j'aime ce ton-là, c'est que parce que je connais les codes, parce que je suis capable de les subvertir, j'arrive à traduire comment te dire, une espèce de... C'est pas un discours qui va stigmatiser un problème, alors que là, il le fait, par exemple, pour le coup, typiquement, en citant du Trump, dont on a envie de dire, mec, on s'en branle, tout le monde fait ça en ce moment, t'es pas super original, tu vois. Là où avant, il stigmatisait des dogmes, des façons de penser. Moi, c'est ça qui me plaît dans le premier Kingsman, c'est que ça ne pense pas comme les autres blockbusters, que dans le cinéma actuel, il prenait l'inverse de la posture morale, ou alors il prenait la posture morale et il s'amusait à la détourner et à jouer dessus. Dans celui-là, le plus flippant, c'est ça, il n'y a plus tout ça. Alors tu as de la superbe mise en scène, tu as des gags plus ou moins réussis, t'as tout ce que tu pourrais attendre d'un Kingsman, sauf que c'est super normatif. Et dans l'intention pseudo-subversive, parce que comme le dit très bien Julien, la scène du doigt, qui est probablement pour moi d'ailleurs le meilleur plan du film, ça reste malgré tout une scène vaine. Ça reste une scène où tu te dis, oh, bah, tu nous as déjà fait le coup de la... Et encore, je veux dire, il sodomisait une princesse suédoise dans le premier. Là, on nous fait le coup de je vais me marier avec elle, je suis en mode j'hésite à me taper une deuxième gonzesse. Bon, mais ça c'est rigolo parce que pour moi en fait, la princesse suédoise en fait c'est Claudia Schiffer, oui. C'est sa femme et j'en suis persuadé. Enfin, tu vois, je veux dire, je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc du coup il y a quelque chose et ça revient sur ce que j'aime chez lui moi en fait et je vais pas me faire l'avocat du diable parce que moi aussi j'ai les mêmes problèmes que mes comparses ici quoi. Mais je te redonne la parole. Non, après. mais tu as osé couper la parole. J'ai dit ce que j'avais. Il avait pas dit que c'était ce mec c'est un mec qui a un cœur. C'est un mec qui a un cœur, tu vois, ce Matthew Vaughn. Et ça, c'est évident. Donc, du coup, ça me dérange pas que d'un seul coup, la princesse qui est sodomisée dans le précédent, ça devient sa femme dans celui-là. Il a toujours fonctionné comme ça, en fait, Matthew Vaughn. C'est ce qui fait que Kick-Ass, c'est mieux que la BD. Pour moi, en fait, c'est parce que la BD, c'est un truc de bad boy, comment dire, Mark Millar, c'est un vénère, tu vois, c'est un type qui s'excuse pas. Moi, je trouve que c'est trop un bourrin pour ce genre de truc, et je préfère justement l'approche de Matthew Vaughn qui est beaucoup plus touchante, quoi. Il y a quelques scènes dans celui-là, en fait, qui fonctionnent bien. Il y en a une avec notamment, comment il s'appelle, Mark Strong, vers la fin du film. On va pas spoiler, mais voilà, c'est une jolie scène, mais c'est une jolie scène dans un tout en fait qui fonctionne pas en fait, c'est ça le problème quoi. Il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, des mais bien passages, sûr. des passages moi le plus gros problème en fait de à part les choses qui ont été pointées déjà comme effectivement le ton, Elton John, des blagues apparemment. Moi j'ai pas vu Magic Mike, mais c'est des références à Magic Mike quand tu vois comment il s'appelle, Channing Tatum en train de danser quoi. Tous ces trucs en fait on vire un tout petit peu dans la beaufrie, ce qui est je trouve étonnant de la part de Matthew
Matthew Vaughn. C'est un des trucs qui me c'est surprennent. C'est pas trop typique chez lui. Oui. Voilà. Et l'autre truc, en fait, c'est que l'autre gros problème pour moi, c'est le retour de comment il s'appelle de Colin Firth. Colin Firth. Déjà, moi, je trouve que même si j'aime beaucoup le premier, c'était quand même un des gros problèmes du premier. C'est-à-dire que on te présente ce personnage-là comme le mentor, le mec qui va, faire d'Exy ce qu'il est, et Exy c'est un super perso, moi je trouve, dans le truc. Mais là, en fait, c'est un type qui, dès la première scène, merde la mission. La prochaine fois qu'on le revoit, il remerde un truc. Et en fait, en gros, on se sert de lui pour buter tout un tas de gens et déclencher un truc. Donc, c'est quand même un perso qui, c'est quand même pas le super espion tel qu'il est présenté. Alors certes, il peut tabasser trois hooligans dans un pub, mais voilà, enfin, heureusement. J'ai envie de dire quoi. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que moi je trouve que Colin Firth, c'est pas un bon acteur. C'est un mec qui colle pas du tout en fait avec cet esprit. En fait, j'ai l'impression de voir, je sais pas moi, Catherine Deneuve qui fait fuck dans Belle Maman ou ce genre de conneries, tu vois. Enfin, ou Fanny Ardant qui dit je t'emmerde dans Pédale douce. J'ai l'impression de voir un petit bourge en fait qui vient s'encanailler. Non, mais quoi. il était très bien par rapport au rôle qu'il avait joué dans le premier. C'est celui qu'ils lui font jouer là. Moi, que tu l'aimes pas, il faut prendre aussi en considération ce que Colin Firth représente en Angleterre aussi. Probablement, je dis pas le contraire. C'est pas un problème énorme dans le film, mais c'est pour moi le plus gros problème du premier. Et le faire revenir là, déjà c'est défaire ce qui a été fait dans le premier, c'est-à-dire ce que Matthew Vaughn revendique en fait, c'est-à-dire je tue mon perso si j'ai envie de le tuer. Je suis désolé, j'ai spoilé le premier, si voilà. Et je vais un peu spoiler le deuxième parce que justement en fait le problème c'est qu'il tue d'autres personnes dans le deuxième, mais en admettant qu'il fasse un troisième, est-ce que ça compte ? Est-ce que ça valide ? Et c'est là en fait où il y a une espèce de dichotomie entre le cœur que le réalisateur peut avoir. Et finalement les problématiques narratives qu'il soulève, et dans un univers où on peut faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Donc le truc c'est que ça c'est problématique pour moi. Et le deuxième truc que je dirais, c'est que je pense que moi j'attribuerais la réussite de Kingsman et l'échec relatif échec en fait qualitatif de Kingsman 2 au fait que Matthew Vaughn c'est quelqu'un qui prend des risques. Faut rappeler que c'est un mec qui a fait Kick-Ass avec son pognon. C'est-à-dire qu'il est parti, il a sécurisé 30-35 millions de dollars et il n'avait pas de studio derrière lui, il n'avait rien. Il a fait vraiment ça avec sa boîte de prod parce qu'il croyait dans ce projet-là. Oui. Et parce qu'il a énormément d'argent, faut quand même le dire aussi. Non, mais ça joue dans la personnalité. Sûr, hein. oui. C'est un anti, c'est quelqu'un, c'est un collectionneur d'œuvres d'art. Il a énormément de pognon, hein, Matthew Vaughn. Ça explique beaucoup de choses dans sa carrière. C'est quand même un risque. Oui, non, bien sûr, évidemment. C'est un risque de faire un film comme ça à 30-35 millions de dollars quand tu le finances toi-même. Et je pense que c'est un mec qui joue avec ça. C'est un mec qui joue avec le risque. Ça se voit même dans sa mise en scène. On parlait de la qualité de sa mise en scène, les plans séquences un peu vains, tout ça, etc. Qui pourrait y avoir dans Kingsman 2. Il faut savoir que quand tu vois le plan séquence en question dans Kingsman, c'est un plan séquence qu'il a réussi cette fois. Celui qui est dans l'église, oui. Qu'il avait complètement raté et tronçonné dans Kick-Ass pour le coup, hein, parce que c'est un plan séquence vraiment chiassé et ça se voit que c'est coupé et voilà. Bon, c'est pas très très grave parce que le film fonctionne quand même, mais voilà. Donc c'est un type qui prend des risques, qui a pris ce risque-là à l'époque en termes de mise en scène, qui prend ce risque aussi en termes de ce que ça apporte. Et là, en fait, le problème de Kingsman 2, c'est que c'est un film qui n'est pas un film risqué en fait. Oui. C'est un film où les mecs se disent bon bah d'un seul coup qu'est-ce qu'on fait ? On va aux États-Unis, donc on va aller chercher des stars comme Jeff Bridges qui a 2 scènes. On va chercher des mecs comme Channing Tatum, des mecs comme ça en fait, si tu veux, qui sont un peu les stars maison de la Fox, tu vois. Et ils servent à rien en fait. C'est des trucs ils s'en servent. Alors que à côté de ça, ils redéveloppent et ils surdéveloppent, moi je trouve à mon sens, le personnage de Colin Firth, tu vois, dont qui aurait très bien pu rester dans la tombe en fait, tout simplement. Moi, si juste parce que j'entends ce qu'il dit sur la prise de risque, tout ça, et que là, il prendrait pas de risque. Alors peut-être, hein, je suis pas dans sa tête. Ce que moi j'ai ressenti fondamentalement, c'est quand je dis je suis pas dans sa tête, c'était pas dans ce sens-là. C'est bien le contraire. C'est-à-dire que j'essaye et moi de ce que je vois, j'ai eu le sentiment, fantasmé peut-être, hein, mais d'un truc vraiment névrotique, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une démarche par rapport à ce film qui me fait penser à des démarches dont on a 1000 fois évoqué avec des Lucas, des gens comme ça. Déjà, il faut bien se rappeler qu'il n'a jamais fait de suite, Matthew Vaughn, si je ne m'abuse, avant celle-là. Donc, c'est la première suite et pour un type qui prend des risques, pour un type qui n'a jamais fait de suite, mais en même temps, c'est son bébé, c'est un univers qu'il connaît. Arrivé là, il y a cette volonté de faire table rase qui est complètement excessive. Moi, on en parlait, je me rappelle à la sortie du film avec Julien, on se disait, c'est pas le problème de tuer entre guillemets les Kingsman, c'est-à-dire de réduire ça à peau de chagrin au début pour ouvrir son film vers autre chose. On pouvait s'interpeller si c'était le bon moment de le faire ou pas. Moi je m'en fous, à partir du moment où
je fais table rase de tout ce que j'ai ritualisé dans un premier film. Je l'ouvre vers quelque chose d'autre. D'accord, mais dans ce cas-là, j'essaye d'être sinon dans le même esprit et avoir quelque chose à dire par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport à ces codes qu'il va tout d'un coup tenter d'appréhender. Et le problème, c'est qu'il n'en fait rien. Il ouvre vers les ricains, il n'y a pas de choc de culture. Comme le dit Steph, les persos servent à rien. T'as un Jeff Bridges, t'as envie de dire, t'es juste là parce que tu fais toujours le cow-boy texan et on t'a casté pour ça et ça s'arrête là. C'est-à-dire que il ne mène ça nulle part. Et je finis juste, mais il y a ce côté presque Ridley Scott qui m'a fait mal dans ce film. J'exagère, je suis toujours dans l'excès, moi. Tu sais. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Il y a ce truc qui est vraiment névrotique de façon de dire, de toute façon, si je dois faire ici, je dois faire ça, je vais tout balancer à la poubelle, je vais recommencer, sauf que ça avait une raison d'être, ce qu'il y avait avant. Et celle-là, au final, tu as l'impression que la raison d'être n'est rien d'autre qu'une exploitation de franchise. Et ça, c'est le plus flippant pour moi dans le film. Julien. D'ailleurs, sur ce truc sur les personnages américains, ça a un point tel que, je sais pas si autour de la table vous êtes d'accord avec moi, mais tu te dis, mais un personnage comme Halle Berry, elle est là pour accroître ton attachement avec le personnage de Mark Strong. C'est-à-dire que, sans vouloir spoiler, tu t'attends, ça semble d'une évidence qu'il va y avoir une love story entre eux deux. Et non, même pas. Et je reviens en fait sur ce que je disais sur la problématique de la suite dans le truc, c'est que tu as l'impression qu'il a fait en fait ce film pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai eu l'impression de voir un mec qui était dans un plaisir un peu onaniste en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est fait plaisir. Il était, à mon avis, content de retrouver cette équipe-là et pour de vrai. Je pense pas que ce soit pour des raisons financières qu'il ait fait Kingsman 2 et tout, mais il s'est fait plaisir à lui et il a pas tenu compte en fait de notre plaisir à nous, et c'est assez désagréable ça. Ceci étant dit, il faut quand même dire que le film reste agréable, divertissant, et que c'est plutôt le haut du panier des blockbusters qu'on voit actuellement. On le répète, mais on a dit beaucoup de mal du film, donc ça me semble. Non, mais c'est important de le dire. On est tous d'accord là-dessus. Je pense que d'abord, on n'a pas passé un mauvais moment, et puis on lui reconnaît énormément de qualité de mise en scène. Malgré tout, on peut se permettre, vu le premier Kingsman, de s'attendre à mieux. Et quand il évoque ce qu'il a dit sur la personnalité du bonhomme, il s'est fait plaisir, tout ce que tu veux aussi. Mais t'as presque T'as ce sentiment de se dire oui, je vais y revenir, oui, c'est super, mais en fait, c'est l'idée de le faire plus que sa concrétisation qui m'intéresse, dans le sens où moi, j'ai eu pas mal de fois le sentiment dans le film que l'idée scénaristique était super et que sa traduction à l'image n'était pas forcément au niveau et ne s'imbriquait pas, comme si c'était je vais retrouver cet univers et je vais faire des sketchs à l'intérieur, puis peu importe, tu vois, il y avait une symbiose quand même avec Samuel Jackson dans le premier film, avec le bad guy, avec tout ça. Là, on a une super actrice qui joue un rôle qui est potentiellement marrant dans un univers où tu te dis c'est tellement absurde sur papier, c'est hyper drôle, je suis dans un volcan, je fais un truc des années 50, c'est délirant. La mise en image, les gags qu'il fait avec, c'est une panne d'inspiration, c'est-à-dire que ça retombe à plat. D'abord, tu crois pas visuellement à cet univers-là, il est déconnecté des personnages pendant tout le reste du film, et toutes les blagues qui gravitent autour de ça, moi, les chiens robots, le gag sur le hamburger, tous ces trucs-là, j'étais là, non, c'est pas Kingsman, les mecs, là, vous avez oublié l'essentiel du truc, ça part sur, justement, du délire, je vais me marrer, mais je mesure pas ce que ça signifiait après de le traduire visuellement. Ça casse l'univers, des trucs comme les chiens robots, etc. C'est vrai que tu te dis, quelle est la logique, en fait, là-dedans? En fait, le truc, c'est que je pense que c'est quand même on arrive quand même à un stade où, parce qu'il faut aussi dire que Kingsman, ça s'inscrit dans une espèce de, pas de parodie, mais dans une espèce de détournement en fait du genre d'espion, tu vois, à la James Bond, que t'as eu Austin Powers, que t'as eu Mr Bean là qui fait le, voilà, enfin t'en es arrivé à un stade où c'est vraiment les grands films, que les grands films. Voilà, non mais c'est arrivé à un stade où si tu veux, c'est quand même c'est devenu un genre en soi. Voilà, la parodie entre guillemets d'espion, même si moi j'estime que Kingsman n'est pas une parodie à proprement parler, et la suite, des fois t'as l'impression que ça vrille un peu là-dedans. Du coup, je sais plus, moi je m'étais pas forcément fait la réflexion en regardant le film, mais je l'ai lu après et je me suis dit ouais, c'est pas faux. Il y a des moments ça ressemble à Grimsby. Tu vois, un ou deux moments comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu te dis c'est dommage parce que Grimsby c'est quand même le film qui va à fond la caisse, quoi. Et même si c'est pas du Lubitsch. Mais j'ai fait la petite référence. Mais le truc, voilà, donc ça c'est un problème. Et le deuxième truc en fait aussi, c'est que ce que disait Julien sur l'aspect entre guillemets politique du premier, en fait, qui est pas forcément effectivement extrêmement, c'est pas de l'IFK, quoi. Le semblant de critique sociale. Voilà, le truc c'est que là en fait il le
retente un peu, mais c'est pareil, c'est complètement. Enfin, t'as l'impression que c'est plaqué comme le reste en fait sur cette intrigue où il va suivre les persos qui l'intéressent, c'est-à-dire en l'occurrence, Eggsy et Mark Strong et comment il s'appelle, voilà. Et en fait, en gros, tous les autres persos, ils sont juste attachés sur ce truc-là et voilà, on se perd. Les scènes d'action sont sympas, mais c'est une répétition, tu vois. Enfin. Mais juste sur le ton. Yannick, on va conclure là-dessus. Oui, bon, je vais vite. Mais quand tu dis, il fait pas plus fondamentalement que dans le premier où il refait les mêmes choses, qui n'est pas. Moi, c'était pas. Je le répète, c'est pas dans le premier, c'est pas. Je veux dire la critique du capitalisme qui fait exploser à la fin. C'est pas ça. C'est dans la façon dont il utilise des codes et dont il casse des dogmes de pensée. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et ce que je trouve être moi le plus triste dans celui-là, parce qu'il a plein de qualités, mais ce qui est le plus triste, c'est ça, c'est qu'on parlait de beaufitude, on parle aussi de jeunisme. Rappelle-toi la scène pourrie avec le téléphone où t'as le Peña, là, moi j'appelle Peña parce que je me rappelle jamais son nom, mais c'est Peña dans Narco. Et tu vois, bon, je vois pas son nom. Et, dans Narcos, et qui va pour draguer une nana, et Eggsy qui arrive et qui te balance, non, mais il est trop yeuve, il sait pas utiliser genre Instagram, une connerie comme ça. Je te dis, mais qu'est-ce que tu me fais là-dedans? C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où c'est finalement un film extrêmement moral et où si ça aurait pu être une moralité contredite par l'utilisation des codes, sauf qu'il le fait pas. Donc au final, c'est un film où moi je vois pas le propos, je vois pas le sens, je vois pas où il veut en venir, quoi, tu vois. Moi, le vrai problème pour moi, c'est surtout que le type. J'avais dit qu'on concluait. Le vrai problème, non, mais la vraie déception. Ça, j'ai un truc à dire. La vraie déception pour moi. Laissez-moi conclure. La vraie déception pour moi, c'est surtout que, en fait, un type comme ça, en fait, un réalisateur comme ça, on a envie de le voir évoluer de film en film, quoi. Vraiment, on a envie. Et moi, je pense qu'il y en avait une jusque-là d'évolution, même si je suis moins fan de Stardust, par exemple, que de Layer Cake et voilà. Mais le truc, c'est qu'il y avait une vraie évolution. Et là, en fait, t'as l'impression qu'on stagne, voire on régresse par moment. Et du coup, on espère qu'il va sortir de ce mood-là, en fait, pour justement, en fait, continuer à avancer et démontrer qu'il n'est pas limité, quoi. D'accord. Tout n'est pas perdu. Peut-être. Voilà. Espérons. Mathieu Vaughn, tu feras mieux à la prochaine fois. Mais oui, on sera là. Avant de refermer cette émission, on ne déroge pas, messieurs, à la règle, que Yannick Dahan n'a toujours pas retenue au bout de 101 émissions, quand même, peut-être au moment de la 1001e émission. Il se rappellera qu'il y a des recommandations à faire à la fin de l'émission. On n'est pas obligé de rester dans le domaine du film d'espionnage, on peut le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Qui c'est qui veut commencer? Julien, t'en as une? Je sais pas, c'est vraiment une reco. En fait, il y a un mec qui s'appelle. Non, mais il y a un mec. Un film nul. C'est juste pour vous mettre un coup de projecteur sur un mec de l'équipe, en fait, qui est très intéressant. Et je trouve que quand on aime le cinéma d'action, qu'on aime la chorégraphie, en fait, qui est pour moi du pur cinéma, en fait, les chorégraphies de scènes de combat comme les scènes de danse dans les comédies musicales, il y a un gars extrêmement talentueux et je vous invite à suivre sa filmographie, qui s'appelle Bradley James Allan, qui a été formé par Jackie Chan, qui avait une scène de baston dans un mauvais film qui s'appelle Gorgeous, mais la scène de baston qu'il avait avec lui était vraiment super. Et c'est un gars vraiment intéressant, Bradley James Allan. Je crois qu'il a une chaîne YouTube d'ailleurs sur laquelle il poste ses entraînements, etc. Mais c'est aussi un réalisateur de seconde équipe. Il travaille beaucoup avec Guillermo del Toro. C'est lui notamment qui avait mis en place les mouvements à l'intérieur de Jagger dans Pacific Rim. Il travaille beaucoup avec Edgar Wright. Il a un peu moins travaillé sur Baby Driver, mais il était réalisateur de seconde équipe et chorégraphe des combats, notamment sur le dernier pub avant la fin du monde. Et voilà, c'est un type intéressant. Je pense que vous pouvez vous plonger un peu dans sa filmographie si vous aimez la castagne. Yannick, toi qui aimes la castagne. Là, je crois qu'il peut pas y avoir meilleure reco que celle de faire Julien. Moi qui adore la castagne, donc je vais suivre son conseil. Et ma reco, c'est suivre le conseil de Julien. Putain, le mec, je suis sans voix. Moi, je suis comme Yannick, en fait, j'ai complètement zappé la reco, quoi. D'accord, du coup, en fait, je suis sûr que dans les commentaires, les gens, ils vont commencer à râler, à dire ouais, putain, il conseille un film à la con, etc., etc. Et moi, en fait, je vais conseiller ce film-là que je pense que tout le monde a vu, que tout le monde déteste, mais que moi j'aime bien. Voilà, qui s'appelle dans le genre décomplexé du gland, quoi. C'était d'ailleurs le seul vraiment. Mais c'est d'ailleurs le seul film, je pense, de la filmo du mec qui vaille vraiment le coup, quoi. Mais j'aime bien. C'est le premier Charlie's Angels, voilà. Donc. Non, moi j'aime bien. Voilà. Bah voilà, merci. Et Julien aussi, je sais. Mais bon, tu vois, je prends pas de risques non plus, tu vois. Avec mes camarades ici, je prends des risques avec les gens qui vont commenter, qui vont dire espèce d'enculé comme Charlie's Angels. Parle tous à longueur de journée de feel good movie, tout ce que tu veux. Tu prends les 5-10 dernières minutes de Charlie's Angels, et moi j'ai rarement vu un truc qui m'a filé autant la banane avant de sortir de film. Ça vieillit très mal. Mais je m'en fous, il y a de la musique, il y a des bonnes c'est clair que ça ressemble un peu à un clip des années 2000, des débuts des années 2000, quoi. Mais c'est vrai que
en fait, sur le moment, c'était fun de voir un truc où le mec c'était dynamique citait un peu et de il y avait tout, de l'envie en fait. voilà. Encore une fois, c'est ça le truc. Voilà, donc je laisse Julien finir marrant. Et T'aurais pu finalement, laisser- c'est les recos de Julien en fait. T'aurais pu laisser Yannick finir, parce qu'il aurait fait un peu aussi. Enfin, voilà. Merci Julien. Merci à tous les trois, hein, surtout notre temps est écoulé. Merci à Jules, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.